Nourrir les millions de soldats américains pendant la Seconde Guerre mondiale était une tâche herculéenne qui nécessitait une variété de rations de campagne, y compris la ration C, la ration D et la ration K. Mais aujourd'hui, je cuisine avec la ration B, un repas entier préparé à partir d'aliments en conserve et déshydratés. Comme expliqué dans la vidéo du mois dernier sur la ration D, c'est le début d'une série sur l'alimentation des armées de la Seconde Guerre mondiale. Alors dites-moi dans les commentaires quelle armée vous aimeriez voir ensuite. Mais pour aujourd'hui, je cuisine à partir du manuel technique de l'armée américaine, intitulé assez simplement Manuel technique 10412, c'est-à-dire le livre des recettes de l'armée de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, je cuisine à partir de la section consacrée à la ration B. Vous voyez, la plupart des recettes de ce livre sont en fait pour la ration A, qui comprend de la viande fraîche, des légumes frais, du lait frais, ce genre de choses. Les choses que vous mangeriez sur une base militaire bien à l'arrière du front. Mais il y a aussi une section sur la ration B. Et ce sont le genre de repas qui seraient préparés dans des cuisines de campagne peu de temps après une avancée ou après un débarquement. Cela signifiait utiliser la centaine d'articles de la ration B, qui étaient tous des aliments déshydratés, en conserve ou autrement conservés. Comme indiqué, il faudra sur le terrain se limiter aux rations B ou à une ration en conserve équivalente. Dans ces moments-là, les cuisiniers trouveront pratique d'avoir des recettes pour varier un menu autrement monotone. Mais même avec ces limitations, le but du cuisinier était toujours de proposer à chaque repas au moins une viande et 2 légumes ou fruits, ainsi qu'un dessert et une boisson autre que de l'eau. C'est donc ce que je vais m'efforcer de faire, en commençant par la recette numéro 880, saucisses de Vienne et haricots. Vous remarquerez maintenant que cette recette est prévue pour 100 personnes. Donc on utilise des livres de haricots et on mesure les ingrédients avec des louches numéro 56, c'est-à-dire cette grande vieille louche là-bas. Je n'ai pas besoin d'autant, donc je vais réduire la recette à environ 10 portions, pour laquelle vous aurez besoin d'une livre ou 450 g de haricots blancs, de 2 cuillères à soupe ou 14 g d'oignons déshydratés, de 2 tranches ou 70 g de bacon, de 2 tasses et demie ou 500 g de tomates en conserve, d'une tasse et un tiers ou 375 g de purée de tomates en conserve, de 2 cuillères à soupe de sucre, d'une cuillère à café de moutarde sèche, d'une cuillère à soupe de sel, d'un quart de cuillère à café de poivre et d'une livre et un cinquième, soit 545 g, de saucisses de Vienne. Faites d'abord tremper les haricots toute la nuit, puis mettez-les dans une casserole et couvrez-les de 750 ml, 3,2 tasses, d'eau bouillante. Ensuite, mettez cela à feu moyen et laissez mijoter pendant 1 heure, en ajoutant plus d'eau si nécessaire. Vous ne voulez pas qu'ils brûlent ou deviennent trop pâteux. Pendant qu'ils cuisent, ajoutez 1 tiers de tasse ou 95 ml d'eau aux oignons déshydratés et laissez-les tremper pendant 20 minutes. Coupez le bacon en dés, ajoutez-le avec les oignons réhydratés dans une poêle chaude et faites revenir quelques minutes jusqu'à coloration. Ensuite, vous pouvez ajouter les tomates et la purée de tomates, le sucre, le sel, le poivre et la moutarde, puis mélangez bien le tout et laissez-le au chaud jusqu'à ce que vos haricots soient complètement cuits. À ce moment-là, vous pouvez rajouter le mélange de tomates avec les haricots. Ici, il se peut que vous deviez ajouter un peu plus de liquide pour éviter que ça ne brûle. Mais il ne s'agit pas non plus de faire une soupe. Laissez mijoter et cuire encore 30 minutes, puis coupez votre saucisse de Vienne en morceaux d'environ 2,5 cm et ajoutez-les, puis laissez mijoter encore 20 minutes. Et voilà pour la partie viande et légumes du repas. Maintenant pour la boisson, je voulais préparer autre chose que de l'eau et il y a plusieurs options différentes. L'une des plus courantes, bien sûr, était le café. Comme l'a dit un colonel de l'armée, parmi toutes les boissons, repas et autres sources d'énergie que j'ai connues dans ma vie de soldat, c'est le café qui se distingue comme la boisson par excellence, celle dont on se souvient. Parmi tous les biens et matériels nécessaires, une tasse de café chaud rivalise avec les munitions en tant que ressource cruciale pour le soldat. Bien sûr, beaucoup de soldats étaient réduits à boire du café soluble, du café instantané, qui était fourni dans de petits contenants comme celui-ci. Mais dans la ration B, ils auraient eu du vrai café, qui pouvait être préparé pour de très nombreux hommes. Maintenant, le choix de café était plutôt monotone. Alors, même si les hommes auraient pu avoir du café, j'ai décidé de choisir quelque chose d'un peu plus intéressant dans ce livre, un peu différent. Donc je vais choisir la recette numéro 803, le lait à l'ananas. Et c'est exactement ce que son nom indique, c'est de l'ananas et du lait. Donc pour cela, il vous faudra une tasse et demie ou 160 g de lait en poudre, un quart de tasse ou 50 g de sucre, 2 tasses et un quart ou 530 ml d'eau, et 3 tasses ou 710 ml de jus d'ananas.
Et la préparation de cette recette est simple et agréable. Il suffit de mélanger le lait en poudre et le sucre, puis de les verser dans l'eau. Dissolvez le tout en fouettant, puis ajoutez le jus d'ananas. Mélangez bien le tout, puis si possible, mettez au frais avant de servir. Maintenant, il nous reste un dernier plat à préparer. Il s'agit d'une compote de pommes et de canneberge. Ce n'est pas vraiment une sauce. Mais avant de faire cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour pouvoir continuer à regarder le reste de cette série sur la Seconde Guerre mondiale, alors que j'examine les autres rations qui nourrissaient les troupes américaines pendant la Seconde Guerre mondiale. L'expérience culinaire d'un GI américain était très différente de celle de pratiquement tous les autres combattants de cette guerre. Comme l'a dit un officier britannique, la nourriture des Américains était somptueuse au point d'être extravagante. Et cette extravagance faisait en fait référence à la ration B, qui n'était même pas la ration de la meilleure qualité dont disposaient les Américains. Vous voyez, on les appelait généralement les rations alphabétiques, parce qu'il y avait la ration A, la B, la C, la D et la ration K. En général, la qualité diminuait plus on descendait dans l'alphabet. Pas exactement, mais en général. Et la ration A était cependant la meilleure qualité. C'était essentiellement ce que les hommes auraient mangé chez eux. Tout était à base d'ingrédients frais. En fait, parfois, c'était même meilleur que ce que les hommes auraient mangé chez eux. Il y avait un livre, en 1943, intitulé « Quand votre fils part à la guerre ». Et il rassurait en fait les mères en leur disant que leur fils recevait la nourriture à laquelle ils étaient habitués chez eux, en particulier du lait frais. Il disait que l'armée était consciente que cette génération de garçons avait été élevée avec le lait comme élément essentiel de leur alimentation, et que des dispositions suffisantes avaient été prises pour fournir du lait frais à chaque homme, à chaque repas, pendant leur séjour au camp. Et en plus de la fraîcheur des ingrédients, c'était la quantité même de nourriture qui était si typiquement américaine. La quantité de viande donnée à un militaire moyen était de 106 kg par an, soit près de 45 kg de plus que ce que consommait un civil moyen avant la guerre. Et le nombre total de calories quotidiennes atteignait un chiffre stupéfiant de 4300 pendant l'entraînement et lorsqu'ils étaient à la base. Les hommes au front étaient censés recevoir plus de 4700 calories, soit 700 de plus que la ration de combat allemande, et le double de celle des Japonais. Cependant, la majeure partie des calories sur le terrain ne provenaient pas d'ingrédients frais, mais d'ingrédients en conserve et déshydratés de la ration B. La ration B était conçue pour pouvoir être transportée sans réfrigération et préparée sur la cuisinière de campagne M1937 et le four de campagne M1942. Il s'agissait de viande en conserve, de fruits et légumes déshydratés, d'œufs en poudre et de lait en poudre, de pommes de terre séchées, etc. Une ration B complète comprenait une centaine d'ingrédients et fournissait 5 livres de nourriture par homme et par jour, avec au moins un dessert dans l'un des repas chaque jour. Malgré une plus grande variété et une abondance de nourriture par rapport à la plupart, voire toutes les autres puissances de l'époque, cela n'a pas empêché certains Américains de se plaindre, surtout après avoir mangé tous ces aliments déshydratés pendant un bon moment. Un marin en 1945 dans le Pacifique a écrit à sa famille « Chère maman, cher papa et tout le monde, j'aimerais vraiment qu'on aille au port. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. C'est la plus longue période en mer depuis Saipan. Nous avons mangé du riz et du spam pendant 2 semaines, 3 fois par jour. Ce n'est pas aussi terrible cette fois. Nous avons eu des œufs frais hier, donc au moins un bon repas. Tout est en poudre ou déshydraté. Tu sais combien je déteste les pommes de terre à la maison ? Imagine donc à quel point j'adore ces trucs déshydratés. En fait, les rations de campagne A et B représentaient 79% des calories consommées par les hommes pendant la guerre. Donc c'était la grande majorité. Mais je dirais que la ration C, ou CERA, était la plus représentative des rations de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci a été développée par le laboratoire de recherche sur la subsistance à Chicago en 1938. Et la ration C a été conçue pour être entièrement comestible sans avoir besoin de cuisson. Il s'agissait de repas complets, stockés dans des boîtes de conserve, qui fournissaient soi-disant entre 3700 et 4000 calories par jour. Et l'intendant au début de la guerre a déclaré cela. La ration C comprenait toutes les vitamines, aliments énergétiques et régulateurs. Elle est bien meilleure en goût et comestibilité que tout repas préparé dans un mess militaire en temps de paix, sans parler d'une cuisine roulante en pleine attaque au gaz et aux obus. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai. D'abord, le nombre de calories était incorrect. Ils avaient mal calculé, et il s'est avéré qu'il n'y avait qu'environ 2000 calories, soit à peu près la moitié de ce qu'ils recherchaient. Donc, ils ont essentiellement doublé la quantité,
et ajouter la ration D pour s'approcher de ces 4000, voire parfois jusqu'à 4500 calories par jour. La ration D était une barre de chocolat d'urgence que j'ai présentée le mois dernier, donc je n'y reviendrai pas, mais je mettrai un lien vers la vidéo en description. L'autre problème, c'est que l'intendant affirmait que la ration C était bien meilleure en termes de comestibilité et de goût que n'importe quel repas pouvant être préparé dans un mess de l'armée en temps de paix. C'est un mensonge absolu. Elle n'était pas aussi bonne au goût, surtout comparée à un repas fraîchement préparé. C'est ridicule. Pourquoi affirmer une chose pareille ? En fait, la ration C était probablement la ration la plus universellement détestée de la guerre. Elle se composait de 6 boîtes de conserve par jour, 2 pour chaque repas. Une boîte était appelée l'unité M parce qu'elle contenait de la viande. Et au début, il y avait 3 options: ragoût de bœuf, porc aux haricots et hachis de viande. La viande à l'intérieur des 3 variétés était hachée si finement qu'on les appelait en fait des particules de viande. Miam. Ce n'est qu'en 1944 qu'ils ont commencé à ajouter des morceaux de viande plus gros tout en maintenant le nombre de calories. Le manque de variété était une plainte fréquente parmi les troupes, donc en décembre 1943, ils ont ajouté viande hachée et spaghettis à la sélection. L'été d'après, ils ont ajouté du poulet aux légumes, du jambon aux œufs et aux pommes de terre, des saucisses de Francfort aux haricots et du jambon aux haricots de Lima. Ce dernier étant le plus détesté par les troupes pendant cette guerre et la guerre de Corée. À la fin de la guerre, ils avaient 10 options de viande différentes. Aucune n'était particulièrement appréciée, mais elles faisaient l'affaire, surtout si elles pouvaient être réchauffées. Certains soldats avaient accès à de petites boîtes de combustible Sterno, qu'ils pouvaient utiliser pour bricoler de petits réchauds afin de réchauffer les boîtes de conserve. On dit aussi que les boîtes étaient chauffées sur les collecteurs d'échappement chauds des jeeps ou de chars. Mais la viande en conserve était généralement mangée froide ou, lors de la bataille des Ardennes, gelée. La deuxième boîte de chaque repas, appelée unité B, contenait des biscuits. Et avec les biscuits, il y avait un assortiment de petits extras facultatifs comme des bonbons ou du chewing-gum, des cigarettes, du chocolat, du sucre, des comprimés de purification d'eau, du savon ou un ouvre-boîte P38, entre autres choses. Vers le milieu de l'année 1944, certains incluaient même le très convoité papier toilette. Ensuite, ils avaient aussi de quoi préparer une boisson. Le cacao en poudre, le café soluble et la poudre de citron synthétique pour limonade étaient courants. Maintenant, une ration complète pour une journée comprenait 6 boîtes et pouvait peser jusqu'à 2,5 kg. Et c'était assez encombrant, donc c'était assez difficile de les transporter. Surtout parce que les soldats en portaient souvent pour 3 jours avec eux. C'était généralement leur charge maximale, car on prévoyait que ces rations suffiraient pour 3 jours au plus. À ce moment-là, ils pensaient que du ravitaillement arriverait avec des rations B, afin que des repas plus savoureux puissent être préparés. Et puis, après 2 à 3 mois, les rations A arriveraient. Du moins, c'était la théorie. En pratique, c'était tout à fait différent. Pendant son séjour sur l'île de Peleliu en septembre 1944, le caporal E.B. Sledge de la 1re division de Marines a survécu presque 1 mois avec la ration C. Et il l'a fait dans des conditions horribles. C'était pratiquement le combat en permanence. Et donc il y avait des mouches partout à cause des rations pourries et des cadavres en décomposition. Ces insectes répugnants étaient si gros, si gorgés et si paresseux que certains pouvaient à peine voler. On ne pouvait pas les chasser, ni les effrayer loin d'une boîte de rations ou d'une barre de chocolat. Souvent, elles tombaient du bord de mon car dans mon café. Nous devions secouer la nourriture pour chasser les mouches, qui parfois restaient malgré tout. Je devais souvent équilibrer ma boîte de ragoût sur mon genou, la manger à la cuillère de la main droite, tout en retirant du ragoût les créatures engourdies de la gauche. Elles refusaient de bouger ou d'être intimidées. C'était répugnant, pour dire le moins, de voir de grosses mouches à viande quitter un cadavre et se ruer sur nos rations de mer. Maintenant, même si la description n'est pas aussi vivide, beaucoup d'hommes qui ont débarqué au Maroc lors de l'opération Torche en novembre 1942 ont dû survivre uniquement avec des rations de mer jusqu'à 90 jours. 90 jours de nourriture en conserve. Et on disait souvent que la nourriture en conserve, du moins pour celle à base de viande, avait une sorte de boue rougeâtre et grise. C'était la graisse qui flottait au-dessus. Et ça débordait et laissait des taches sur leurs uniformes. Des taches de graisse qui finissaient par rancir et sentir horriblement mauvais avant qu'ils ne puissent enfin laver leurs uniformes. En plus de ça, on disait que la ration causait des ravages à l'estomac. Un commandant de cette campagne a déclaré qu'après seulement 3 ou 4 jours, ces hommes souffraient de nausées et de troubles digestifs.
Avant leur départ pour la Sicile en 1943, ils savaient déjà qu'ils devraient y rester des semaines, voire des mois. Sachant qu'ils risquaient de ne manger que des rations de mer, il avait fait remplir tous les véhicules de débarquement de rations B, pour qu'ils puissent préparer des repas décents, comme celui que je prépare aujourd'hui, une fois arrivés en Sicile. Et ça a marché, ils ont vraiment pu le faire. Un autre problème avec la ration de mer, en plus du fait qu'elle vous rendait malade, c'était qu'elle n'avait pas bon goût. Et donc, très souvent, entre ça et le fait que, vous savez, quand on est en situation de combat, l'appétit diminue, beaucoup de rations étaient jetées à moitié mangées. Pendant la campagne d'Anzio en Italie, la perte de poids rapide de nombreux soldats en première ligne a révélé qu'ils ne consommaient qu'entre 400 et 1800 calories par jour, ce qui n'était clairement pas suffisant. Et cela a donc poussé l'un des intendants à mener une expérience pendant l'action à Monte Cassino. Et cette expérience, pour moi, la conclusion est évidente, genre, bah oui, évidemment. Mais il faut se rappeler qu'à cette époque, les responsables disaient que la ration C était tout aussi bonne, tout aussi délicieuse et nutritive qu'un repas fait maison. Donc, avec ça en tête, l'intendant s'est dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais rassembler un tas de petites cuisines de campagne, les cuisines de compagnie, et en faire une grande boulangerie. Les boulangers préparaient des chaussons aux fruits, beignets, biscuits, roulés à la cannelle et gâteaux au chocolat. En même temps, chaque cuisine de compagnie préparait des hamburgers, des sandwichs au jambon, à l'œuf, au fromage et à la confiture, et organisait l'emballage et la livraison des sandwichs, des pâtisseries et des jus de fruits aux combattants de l'unité. Et ils étaient envoyés en jeep et à dos de mulet jusqu'aux hommes qui combattaient. Et ils étaient, bien sûr, accueillis avec joie. Encore une fois, évidemment. Tu ne pouvais pas le savoir, je ne sais pas. Mais c'était le cas. Ce fut un choc pour beaucoup. Et ils ont retenu cette leçon et l'ont appliquée lors des débarquements du jour J plus tard cette année-là. Sachant qu'une alimentation variée et plus de produits frais étaient nécessaires pour maintenir le moral, c'est vraiment incroyable l'effet que la nourriture a sur le moral des troupes, sur le moral en général, mais surtout sur le moral des troupes. J'ai d'ailleurs réalisé toute une vidéo il y a quelques années sur l'importance de la crème glacée dans le Pacifique. Ils avaient même une barge qui distribuait de la crème glacée à tous les hommes dans le Pacifique. Et une autre chose qui a vraiment remonté le moral, c'était l'accès au Coca-Cola. Ils pouvaient en acheter sur certaines bases, et son importance a été très bien exprimée par un soldat qui a dit « Avoir cette boisson, c'est comme si on se sentait plus près de chez soi ». Nous nous battons tous pour des choses comme celle-ci. Dieu, le pays et Coca-Cola. Maintenant, les autres rations principales de la guerre étaient les rations 5 en 1 et 10 en 1. Et celles-ci étaient essentiellement des rations B. Mais elles étaient reconditionnées pour constituer la ration d'une journée entière pour 5 ou 10 hommes, pouvant être préparés. Et puis, il y avait la ration K. Ces boîtes de rations étaient à l'origine destinées aux parachutistes. Et je ne vais pas vraiment entrer dans les détails à ce sujet parce que je vais en fait faire une vidéo entière dessus, car j'en ai plusieurs. Et elles sont en fait remplies avec les aliments qui s'y trouvaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles ne datent pas de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est le domaine de Steve MRE. Mais elles sont faites en utilisant toutes les recettes de l'époque. Donc je vais les ouvrir, les goûter et parler de la ration K. Mais pour l'instant, je vais revenir à la ration B et préparer un dernier plat qui sera le dessert de notre repas. Ça s'appelle une sauce aux pommes et aux canneberges, mais c'est en réalité plutôt une compote. Donc pour réaliser la recette numéro 893, il vous faudra une tasse 3/4, soit 110 g de morceaux de pommes déshydratés, un quart de tasse ou 25 g de canneberges déshydratées, et une tasse bien remplie, soit 225 g de sucre. Commencez donc par réhydrater les pommes dans 2 tasses et demie, soit 600 ml d'eau, pendant une demi-heure. Puis mélangez-les avec les canneberges déshydratées et une autre tasse, soit 235 ml d'eau. Mettez cela sur la cuisinière et portez à ébullition. Puis réduisez le feu et laissez mijoter pendant 15 minutes. Puis incorporez le sucre et laissez mijoter encore 5 minutes. Laissez ensuite refroidir, puis servez. Voilà un repas complet de ration B pour les troupes américaines de la Seconde Guerre mondiale. Je vais donc commencer par les saucisses de Vienne et les haricots. Il y a une sauce tomate, des saucisses et des haricots. Alors, c'est parti.
C'est une question de texture. Le goût est bon. Rien d'extraordinaire, mais je n'ai jamais mangé de saucisse de Vienne. Aucune viande ne devrait être aussi molle. C'est un peu comme si tu pouvais la manger juste avec ta langue. Tu n'as même pas besoin de dents. Je n'aime pas ça. Encore une fois, la saveur est bonne. En fait, ça a surtout le goût de la tomate. Je n'aime pas la saucisse de Vienne. Je crois que je n'en ai jamais mangé. Bref, passons à la compote, on va lui donner un D. Passons à la compote, la sauce. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça une sauce, parce qu'ils ne disent pas de l'écraser ou quoi que ce soit comme ça. Et franchement, ces pépites de pommes, les pépites de pommes déshydratées, elles ne s'écrasent pas. Elles ne sont pas si molles. Essayons quand même. C'est très bon, ça a le goût de compote de pommes. Il y a un peu de canneberge dedans. Ce serait délicieux avec du porc ou quelque chose comme ça. Pas des saucisses de Vienne, mais du vrai porc. Ajoutez un peu de cannelle ou de muscade, c'est étrange. Il propose aussi une compote de pommes simple, identique mais sans canneberge. Et on y ajoute de la cannelle ou de la muscade, ainsi qu'un peu de poudre de citron synthétique. Oui, en fait, c'est vraiment bon. Je vais vraiment finir celui-là. Ensuite, on va passer au lait à l'ananas. Je l'ai mis dans un verre ordinaire pour que vous puissiez voir la couleur. Très lacté. Il y a aussi cette mousse sur le dessus, qui tient plutôt bien. Santé! C'est vraiment bon en fait. Très bon, je suis curieux. Je vais essayer ça. Je penserais que si tu mets du jus d'ananas dans du lait, ça ferait cailler le lait. Peut-être pas. Mais comme ce n'est pas vraiment du lait, puisque c'est du lait en poudre, ça ne caille pas du tout, parce qu'en fait c'est plutôt bon. On sent vraiment le goût du jus d'ananas, mais sans aucune astringence. C'est comme du jus d'ananas doux et crémeux. C'est très bon, il faut juste vérifier que ce soit bien dissous. Oui, fais ça, c'est vraiment pas mal. Bref, c'est tout. C'est la ration B. Voilà à quoi ressemblent les rations C, ces sortes de boîtes de conserve. Nous avons déjà parlé de la ration D, c'est le petit chocolat, et puis il y a la ration K, dont je parlerai peut-être dès la semaine prochaine. Si j'arrive à m'organiser, ce sera la semaine prochaine. Sinon, ce sera très bientôt. Et nous passerons de l'Amérique à l'un des autres pays. Dites-moi en commentaire quel pays vous voulez que je présente. J'en ferai plusieurs, mais dites-moi vos envies et j'essaierai de préparer cela pour septembre. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain Testing History.